Donc, je vais voir maintenant les difficultés, mais qu'on a déjà évoquées, hein, sur la mise en œuvre et notamment à grande échelle, comment diffuser. Et avec cette question, en fait, suffit-il de former les enseignants à l'enseignement explicite pour que, eh ben, on ait ce qu'on cherche, en fait, c'est-à-dire favoriser les progrès des élèves. Donc là, je vais partir d'une recherche qu'on a effectuée durant ma thèse. Cette recherche s'appelait Lire et apprendre au collège. Donc, on a formé des enseignants dans 21 collèges, 4 académies, à l'enseignement explicite de la compréhension. On leur a demandé de faire cet enseignement en sixième, au niveau sixième, avec des élèves identifiés en difficulté et avec le logiciel Tacite. Et on est allé, et donc on a comparé en fait l'efficacité de cet enseignement avec d'autres collèges où il n'y avait pas d'atelier d'enseignement explicite de la compréhension pour les élèves identifiés en difficulté. Et on est allé observer les enseignants dans les classes. Donc on avait fait une formation, on avait fait des diaporamas, on avait fait des vidéos modélisantes où on montrait comment il fallait faire. Et on était disponible pour répondre aux questions. Voilà. On avait fait un site aussi, voilà, avec des ressources sur l'enseignement explicite. Et on allait observer dans les classes comment les enseignants mettaient en œuvre cet enseignement explicite. Donc la première chose que je peux dire, mais ce qui rejoint beaucoup de résultats de recherche, c'est que malgré une formation commune, malgré des outils communs, on a observé une très grande variabilité dans la mise en œuvre. Ensuite, on a observé, là je vous donne les résultats sur 10 ateliers qui ont été observés, donc c'est très très peu, hein, on ne peut pas en faire une généralité, mais quand même, on a vu que tout compte fait, alors qu'on avait fait une description très précise de ce qu'on attendait, aucun enseignant, dans les 10 enseignants observés, aucun n'a précisé l'objectif d'apprentissage en début de séance. En fait, dans les enseignants qu'on a observés, ils portaient l'attention des élèves sur les modalités de travail. Voilà, d'abord on va faire tel exercice, on va d'abord travailler ensemble, ensuite on va vous rappeler, on va travailler comme ci, comme ça. Mais en fait, on a observé sur les 10 séances qu'on a vues, aucun enseignant qui disait bah, l'objectif d'apprentissage de cette séance, ça va être exactement ça. À la fin de la séance, voilà ce que vous devez avoir appris. Ensuite, on a vu un seul enseignant sur les 10 rappeler les stratégies qui pouvaient être utilisées. 3 enseignants sur les 10 seulement ont modélisé, ont vraiment résolu un exercice devant les élèves avant de s'engager dans la séance. Et puis, tout compte fait, il y avait très peu d'explicitation des stratégies de compréhension. Ensuite, on avait demandé aussi aux enseignants de travailler vraiment sur les processus de la compréhension et surtout pas sur la réponse à la question, sur le contenu. Et en fait, c'est quelque chose qui a été observé simplement pour la moitié des enseignants. Donc en gros, on a observé vraiment un décalage important entre ce qu'on a demandé en formation, ce qu'on attendait et ce qu'on a vu réellement sur le terrain. Alors on peut se dire, peut-être que la formation, elle était insuffisante. Et ça, je pense que ça reste partiellement vrai. On avait fait une formation de 2 heures et vraiment avec les enseignants, et je pense que sans doute ce n'était pas suffisant. Mais par contre, on avait fait un site et avec des vidéos, notamment modélisantes, et on a vu que tout compte fait, les enseignants étaient peu allés voir ces vidéos. On avait des mesures en fait pour voir s'ils se connectaient, et on a vu que tout compte fait, ils étaient peu allés les voir. Et puis on leur a demandé s'ils étaient satisfaits de la formation, et la plupart ont dit oui. On leur a demandé aussi si l'enseignement explicite était facile à mettre en place selon eux. Et en fait, sur les enseignants qu'on a interrogés, la plupart ont répondu que oui, l'enseignement explicite, c'était plutôt facile à mettre en place et que selon eux, ils n'avaient pas forcément rencontré de difficultés. Et ça, c'est un résultat qu'on a eu dans notre recherche, mais ça rejoint d'autres recherches
sur l'enseignement explicite, une fois qu'on cherche à le mettre en œuvre à grande échelle, en fait, les enseignants, quand on les forme, se disent plutôt bien formés, pensent le mettre en œuvre. Et en fait, quand on va observer dans les classes, on n'observe pas forcément un enseignement explicite tel que je l'ai décrit dans ma présentation. Alors, en effet, parce qu'il y a des recherches qui se développent et on voit qu'il y a plusieurs freins qui peuvent avoir lieu au changement de pratique. Mettre en œuvre un enseignement explicite, pour la plupart, c'est changer sa pratique actuelle. Alors, dans les freins qui sont identifiés, là, il y a Pascal Bressou qui vient de sortir un article. Il dit qu'il peut y avoir tout simplement un refus. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. L'enseignement explicite a pu aussi être décrié parce que je vous le disais, il a pu être vu comme un enseignement mécaniste, frontal, voilà, qui s'oppose au socio-constructivisme, où on met les élèves en situation de recherche. Et il y a des enseignants qui peuvent tout simplement refuser de le mettre en place. Enfin, je ne vais pas insister aussi sur la fluence, parce que je sais que Mme Fouchereau va en parler après. On avait mis en place des ateliers fluence et on a vu des enseignants qui nous ont dit, eh ben moi, voilà, vos ateliers, je ne les mets pas en place parce que c'est pénible, je m'ennuie et je trouve que c'est pas intéressant. Donc voilà, je refuse de faire ça. Il peut y avoir un manque de connaissances théoriques sur ce que c'est que l'enseignement explicite. Et comme on le disait, et je ne vais pas insister parce que vous l'avez très bien dit, pour pouvoir mettre en œuvre un enseignement explicite de la compréhension ou de quelque chose, il faut vraiment avoir des connaissances sur les processus en jeu. Et donc, c'est vrai que notamment, même s'il y a beaucoup d'outils qui ont été développés, on peut avoir un manque de connaissances sur ce qu'en fait, les compétences mobilisées pour mettre en œuvre telle ou telle stratégie. Ça peut être trop coûteux cognitivement de changer en fait de pratique par rapport aux bénéfices vus. Et puis surtout, ce qu'on a observé dans la recherche Lire et apprendre, c'est que pour changer sa pratique, il faut avoir une rétroaction, avoir un miroir, un reflet qui nous dit si on a bien changé ou pas notre pratique. Et là, en fait, il peut y avoir, les enseignants peuvent penser mettre en œuvre un enseignement explicite alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, en fait, voilà, donc là, je vais citer les travaux de Marie Boquillon, qui a soutenu sa thèse aussi en juin 2020, qui a fait un outil qui s'appelle le miroir des gestes sur l'enseignement explicite. Et là, je vous donne quelques petits exemples, simplement pour vous donner envie d'aller voir ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait vraiment un travail très fourni. Par exemple, sur les gestes de l'enseignement explicite, on dit vérifier la compréhension. Mais en fait, vérifier la compréhension, alors tous les enseignants disent bah oui, hein, vérifier la compréhension des élèves. Maintenant, c'est mais comment vous le faites? Et est-ce que ça remplit bien la fonction visée? Par exemple, quand on dit, quand on demande à la classe, d'accord, c'est bon, ça va, tout le monde est OK? Est-ce qu'on vérifie vraiment la compréhension de tous les élèves? Parce qu'on sait bien que quand on dit ça va, c'est bon, bah, s'il y a un élève vraiment timide qui n'a pas compris, il y a de fortes chances qu'il n'ose pas lever le doigt, surtout si c'est un élève qui ne comprend jamais rien. Dire bah non, encore lui, lever le doigt, dire bah non, moi j'ai pas compris. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on. Voilà, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on demande aux élèves c'est bon, ça va, tout le monde est OK? Il y a une autre façon qui peut exister de vérifier la compréhension, c'est de demander à un élève de reformuler ce qu'on vient de dire. Vous voyez bien qu'il y a, là, c'est vraiment, je vais aller très très vite, hein, parce que vous allez voir, c'est très détaillé dans ces outils. Il y a, il y a vraiment beaucoup de façons de vérifier la compréhension et que de demander d'accord, ça va, et de demander à un élève de reformuler, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure aussi, j'avais dit sur vérifier la compréhension. Est-ce que c'est, et ça je l'ai déjà évoqué aussi, est-ce que c'est vérifier la compréhension du contenu? Ça va, tout le monde a bien compris le texte? Ou alors, est-ce que c'est vérifier, justement, on parlait de métaphysique. Là, tout ça pour illustrer en fait la variabilité dans la langue. Tout le monde a bien compris la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie? Là, tout ça pour illustrer en fait la variabilité dans la mise en œuvre de l'enseignement explicite qui peut exister sur le terrain.
Alors, cette variabilité et cette difficulté en fait à modifier les pratiques, elle existe en éducation, mais elle existe aussi en médecine. Voilà. Et notamment en médecine, on a identifié, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées, qui ont identifié des pratiques qui sont plus ou moins efficaces. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à diffuser ces pratiques sur le terrain. Et donc, il y a des recherches qui se sont développées sur ce qu'on appelle l'implémentation en médecine qui vraiment s'intéresse à comment on fait pour diffuser à grande échelle des pratiques qui ont été identifiées efficaces par la recherche. Et donc là, il y a tout un tas de recherches qui commencent à se développer alors en médecine, mais pas que, aussi en éducation. Plutôt pour l'instant dans les pays anglo-saxons et on commence en France aussi, et notamment le laboratoire de Grenoble, à travailler sur cette question. Donc ils ont identifié par ces recherches, alors, elles ont identifié des éléments qui peuvent aider à implémenter des pratiques comme l'enseignement explicite à grande échelle. D'abord, c'est d'essayer de constituer une équipe qui va être chargée de l'implémentation, de prévoir en fait plusieurs étapes. Là, c'est dans le camp les cycles d'implémentation, de définir très clairement en fait ce qu'on veut implémenter, de s'appuyer sur des leviers et puis de s'appuyer aussi sur une démarche d'amélioration continue. Alors, une équipe d'implémentation, l'idée, en fait, c'est de définir une équipe, mettons dans une académie, dans un établissement, mais en fait, donc l'objectif, c'est bien d'aider les enseignants à modifier leurs pratiques, mais de dire que c'est difficile de modifier une pratique et que vous n'allez pas être tout seul. On ne vous demande pas tout seul de faire ce travail et qu'en effet, c'est une responsabilité collective et qu'on va être plusieurs, en fait. Voilà, vous n'êtes pas seul responsable du changement de votre pratique. Et en fait, que cette équipe soit constituée de personnes qui sont situées à plusieurs endroits du système, des gens qui se trouvent à l'inspection, enfin, des coordinateurs, des chefs d'établissement, etc. Donc l'idée, c'est de constituer des équipes, plutôt des petites équipes qui restent les mêmes sur plusieurs années et qui peuvent en fait, donc qui sont situées à différents niveaux du système et dont la charge va être d'implémenter, mettons, l'enseignement explicite dans une académie, dans une circonscription, pour aider les enseignants à changer leur pratique. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont être experts. Un autre élément important, c'est que de toute façon, c'est très difficile de changer une pratique et que certainement, il faut parier sur plusieurs années. Nous, dans notre recherche, c'est vrai qu'on avait fait des mesures au bout d'un an et que c'est sans doute très illusoire de vouloir modifier les pratiques des enseignants en une année. Et que les recherches, elles montrent qu'en moyenne, pour modifier une pratique au sein d'un système donné, il faut en moyenne 2 à 4 ans. Qu'on ne peut pas espérer voir un changement avant 2 à 4 ans. Et donc, il faut respecter un certain nombre d'étapes. En fait, la première étape, c'est d'identifier les besoins des équipes, de les consulter sur justement cette nouvelle pratique, quels sont les besoins, voilà, est-ce qu'ils sont d'accord pour adhérer. Prévoir une étape en fait où on prévoit la mise en place et l'organisation, en fait une étape de préparation. Une troisième étape en fait où l'équipe est formée et puis on va commencer à mettre en œuvre cette nouvelle pratique accompagnée par l'équipe. Et l'étape finale en fait où on considère que la nouvelle pratique est intégrée et qu'elle fait partie de la routine en fait des pratiques enseignées. On a identifié aussi plusieurs leviers de l'implémentation. Le soutien des chefs d'établissement est extrêmement important. Là encore, notamment, pas forcément que les chefs d'établissement soient experts, mais surtout qu'ils s'intéressent, enfin, voilà, qu'ils participent aux réunions, qu'ils demandent les résultats. Enfin, voilà, ce rôle de leadership est vraiment important. D'au départ, au tout début, de sélectionner des personnes voilà, qui sont motivées, même si
l'idée ensuite, c'est d'aller vers des personnes qui n'ont peut-être pas envie au départ de changer de pratique, mais de prendre, de sélectionner voilà, au départ des personnes qui sont moteurs. La formation et l'accompagnement, évidemment, sont extrêmement importants. De s'appuyer sur une personne ressource dans chaque établissement et surtout d'être capable de mesurer la fidélité au programme et à au changement de pratique. Et en fait, le dernier élément extrêmement important, c'est de dire que un changement de pratique, en effet, c'est complexe et ça se fait par cycle. Et ça, en fait, on s'appuie sur le processus d'amélioration continue, en fait, où on demande, voilà, on dit aux enseignants, ben voilà, l'enseignement explicite, c'est telle et telle chose. On va vous former, donc on effectue des formations. On laisse les enseignants mettre en œuvre ces pratiques et surtout, on va observer dans les classes et faire un retour sur ce qu'on voit dans les classes, dans la pratique. Alors évidemment, il faut que ce soit bienveillant, il faut que les enseignants soient en confiance. Et pour ça, on a des grilles d'observation sur l'enseignement explicite et notamment, je vous disais, sur la grille du miroir des gestes de Marie Bocchillon qui est extrêmement précise et qui permet en fait de faire un retour très précis aux enseignants sur bah oui, c'est vrai, tu vérifies la compréhension, mais quand on le vérifie comme ça, est-ce qu'on vérifie vraiment la compréhension de tous les élèves, etc., etc. Et puis surtout, ne pas oublier que l'enseignement explicite, son objectif, c'est bien d'améliorer l'efficacité, c'est-à-dire de favoriser les progrès des élèves, et on ne peut pas se passer de mesures régulières sur l'efficacité de cette pratique. Est-ce que cette pratique, mise en œuvre à grande échelle, est-elle vraiment plus efficace qu'une autre, comme on dit? Et je pense que si on veut vraiment obtenir des résultats, on ne peut pas se passer de ces deux choses qui sont d'aller observer dans les classes comment c'est mis en œuvre effectivement avec une grille, en faisant un retour, en sachant que bah voilà, c'est un changement de pratique, on ne peut pas changer du jour au lendemain, et que forcément ça va demander des allers-retours, et de mesurer régulièrement sur les progrès des élèves, est-ce que oui ou non c'est efficace, est-ce que oui ou non on fait davantage progresser les élèves. Et là, en fait, je vais terminer par deux choses, dire que sur l'implémentation à grande échelle, on a encore peu d'informations et que sans doute, il va falloir expérimenter, développer des recherches sur comment on fait pour mettre en œuvre à grande échelle un enseignement explicite. Et donc là, il va falloir essayer de construire des recherches là-dessus, rigoureuses. Et que la dernière chose, c'est que je pense que le travail est vraiment important. C'est un travail sur plusieurs années qui doit mobiliser, vous voyez, c'est lourd de mobiliser plusieurs équipes, qui demande une organisation importante. Mais l'enjeu, il est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez très très bien, mais je termine quand même là-dessus, c'est qu'on a un système qui est un des plus inégalitaires, les performances des élèves en France sont particulièrement reliées à leur origine sociale, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. C'est quand même quelque chose qui est très vrai en France. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et que pourtant, aujourd'hui, en France, on a encore 11,8% des jeunes de 16 à 25 ans qui ont des difficultés de lecture et que la moitié d'entre eux, alors qu'ils ont passé au minimum 10 ans à l'école, en ressortent sans savoir lire. Donc je pense que l'enjeu, il n'est pas moindre, c'est très coûteux, ça demande vraiment un effort important d'équipe, une mobilisation vraiment, je pense, des chercheurs qui doivent travailler avec les rectorats, avec les inspections, voilà, avec les chefs d'établissement. Mais je pense que si on veut vraiment, je pense voilà, que ce chiffre de 11% de jeunes en difficulté de lecture après avoir passé 10 ans à l'école n'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'on peut le faire bouger. Maintenant, pour le faire bouger à grande échelle, je pense que ça demande une mobilisation importante. Voilà, je termine là-dessus. Donc en conclusion, si j'avais quand même cette diapositive, l'enseignement explicite,
est identifié comme un moyen de lutte contre l'échec scolaire et contre la difficulté. Plusieurs outils ont déjà été développés pour aider les enseignants à le mettre en œuvre, mais ça ne va pas de soi. Pour le mettre en œuvre à grande échelle, il faut un accompagnement très fort, et que pour l'instant, en fait, on a encore peu d'informations sur comment doit se faire cet accompagnement, et que sûrement des recherches sont nécessaires. Et j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je réponds à toutes vos questions, si je peux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a dans le chat Madame Moqueur qui évoquait le dispositif Apprenance, Oui, qui peut sans doute. Je vous laisse prendre. c'est le même laboratoire, on travaille ensemble. Enfin, c'est le labo, enfin, Apprenance, oui, c'est développé aussi par le LARAC, le laboratoire de Grenoble. C'est très très proche ce qu'on fait. Donc, il y a des transferts, des proximités, tout à fait. Oui, c'est Pascal Et Bressou en la fait question. qui travaille aussi sur Apprenance. Donc c'est le même chercheur. Hein. Enfin, c'était mon directeur de thèse et c'est le directeur de thèse et la personne qui fait sa thèse sur Apprenance aussi. D'accord. Et donc, sur l'Académie de Poitiers et dans les réseaux d'éducation prioritaire, il y a un travail qui est mené depuis quelques années autour de ce dispositif Apprenance. Et donc, ça résonne, ça entre en résonance effectivement hein, dans les gens qui vous écoutent là aujourd'hui. Euh, une autre question qui m'est venue à l'esprit, c'est celle finalement de peut-être la place de l'erreur par rapport à l'échange que nous avions tout à l'heure autour de l'équilibre à trouver entre la modélisation et le discours qui explicite ce qu'on est en train de faire, l'action et le faire et le dire, quoi. Je me demandais si justement on ne pouvait pas donner une place particulière à l'erreur pour trouver avec l'erreur le prétexte à enrichir le discours. Dans l'idée où, à un moment donné, on laisse quand même la place à l'action, et donc à ce que M. Porte a appelé la boîte noire, peut-être. Dans l'action, c'est peut-être le moment où l'erreur surgit qu'on peut trouver une bonne raison de retourner vers le dire pour expliciter ce qui a été mal fait à un moment donné par l'élève. Je ne sais pas si ça a du sens dans toutes les disciplines, peut-être pas, mais dans certaines, peut-être. Je ne sais Si, pas. si, tout à fait, parce qu'en fait, l'erreur, en fait, c'est de que enfin, que l'élève est bon ou faux. Ce qui est intéressant, tout compte fait, c'est le processus. Donc, l'erreur renvoie aussi au processus. Comment tu as fait, essayer d'intervenir à quel, mais c'est extrêmement difficile, notamment pour les élèves en difficulté, mais c'est de revenir à, on va essayer de voir ensemble à quel endroit du chemin tu t'es trompé pour arriver à ce résultat qui n'est pas le résultat attendu. J'ai répondu ou pas à votre question? Oui, 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 tout à fait. Je ne sais pas si les collègues ont d'autres questions. Nous allons nous accorder un quart d'heure de pause, peut-être, mais Madame Tual va nous quitter. Donc, si vous avez quelques questions, c'est peut-être maintenant qu'il faut les poser. En tous les cas, de vraiment d'insister sur cet accompagnement de la mise en œuvre de l'enseignement explicite, que ce n'est pas si simple. Il y a des outils d'observation qui sont présents. Hein. Je vous conseille vraiment d'aller voir les grilles de Marie Boquillon, c'est vraiment hyper intéressant. Mais de dire aussi aux enseignants, voilà, c'est quelque chose de... C'est pas simple hein, d'aller dans les classes avec une grille, d'observer des pratiques. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite comme ça, mais je pense que c'est essentiel pour modifier des pratiques. Et d'essayer de changer en fait ces résultats qui sont pas bons du tout en France, mais qui sont pas bons du tout parce que c'est quand même pas normal qu'en France les résultats scolaires soient si reliés à l'origine sociale. Est-ce Alors que le vous Je voulais pourriez logiciel est juste répondre à ajouter facile. une chose. Alors, je Le voulais juste logiciel, ajouter une chose avant que vous repreniez la parole, Madame Toile, c'est que à tous les participants, j'enverrai donc votre présentation.
Et également aussi la grille de Marie Boquillon que vous avez évoquée à plusieurs reprises, et du coup, je l'intégrerai dans l'envoi que je ferai dans la journée ou demain. Voilà. D'accord. Sachez aussi que Marie Boquillon, elle a travaillé avec un logiciel, enfin, c'est quelque chose que je vais essayer d'expérimenter très vite, où on peut aller observer les enseignants. Ce qui est d'intéressant, c'est que ça permet de faire un retour objectif, hein. Voilà, où elle a développé un logiciel, en fait, où on observe l'enseignant, on code, en fait, chacun de ses, enfin, des gestes, mettons, de rétroaction, de feedback, de vérification de la compréhension, et ce qui permet de ne pas aller dans un jugement de valeur quand on fait une observation, et de vraiment voilà d'essayer de discuter, enfin voilà sur il y a eu tant de gestes de tel voilà vous avez fait ce type de feedback plus tôt, et de discuter autour de quelle est la fonction du feedback, quelle est la fonction de ce ça va, voilà pour voir si c'est bien ce qui est attendu. Je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Le logiciel Tacite. Donc c'est un logiciel qui a deux fonctions, en fait, qui est développé par Rennes 2, qui permet de travailler l'implicite en compréhension et des compétences en vocabulaire. C'est payant, c'est 2 € par élève. Vous pouvez l'essayer, en fait, si vous avez un compte académique, vous pouvez vous inscrire et l'essayer pour voir si ça vous convient. Donc c'est très intéressant parce que chaque élève va avoir son compte, avec donc des exercices qui vont défiler, et tout ce qu'il fait va être enregistré. Et puis vous, quand vous l'utilisez en classe, vous êtes maître du jeu, vous voyez aussi les résultats de tous les élèves en temps réel. Donc c'est extrêmement intéressant pour mener une discussion. Maintenant, le logiciel Tacite, ça reste des exercices, une banque d'exercices, voilà, et que c'est bien la mise en œuvre qui va être intéressante. Enfin, le logiciel, il est très intéressant. Enfin, je vous conseille, c'est vraiment très chouette à utiliser. Mais on a aussi vu, il ne suffit pas non plus, voilà encore, mais comme tous les outils très intéressants, de le diffuser à grande échelle. Il faut en effet savoir comment on l'utilise en classe. Et le logiciel Tacite, on peut très bien, ce qu'on voit des fois, hein, des enseignants qui mettent les élèves tout seuls devant le logiciel. Alors ils vont cliquer, c'est sûr, mais je ne suis pas sûre qu'ils apprennent grand-chose. Le logiciel Tacite, il est génial s'il est accompagné d'un enseignement explicite. Mais vous allez vous taper, et pour quel niveau est-il conçu? En fait, justement, il est très bien conçu parce qu'il y a 10 niveaux. On peut commencer à l'utiliser CE1, CE2, et ça peut aller jusqu'en 5e et peut-être en lycée professionnel pour les élèves en difficulté. Et en fait, chaque élève qui se connecte va avoir une évaluation pour commencer et va pouvoir travailler sur des exercices qui sont adaptés à son niveau. Il va pouvoir changer de niveau en fonction de ses réussites. Donc, ça reste vraiment un outil très très intéressant, mais ça va dépendre de comment vous le mettez en œuvre, mais comme tout outil pédagogique. Oui, et mon impression, c'est que effectivement sur l'Académie de Poitiers, il est peu connu, peu utilisé, mais bon, il y a des collègues IEN premier degré qui pourront nuancer peut-être mon point de vue, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si j'ai répondu aux attentes sur l'enseignement explicite. Bien oui, je crois. Nous vous remercions en tout cas beaucoup pour ce temps de présentation mêlé de temps d'échange.